Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais juste vérifier avec vous si au niveau du son tout se passe bien et si au niveau de la vidéo aussi tout se passe bien. Donc si vous voyez bien le PowerPoint. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit retour au niveau du son? Si vous m'entendez bien, tout est bon de ton côté. Bah, je pense que si tout est bon de ton côté, tout doit être bon de manière générale. Et donc, on va pouvoir commencer donc ce deuxième cours d'électronique numérique. Donc deuxième cours d'électronique numérique qui concerne donc la synthèse des systèmes combinatoires. Donc lors de la première séance, on avait parlé de l'algèbre booléenne et on avait vu tout un tas de propriétés de l'algèbre booléenne. L'algèbre booléenne qui était donc la manipulation des variables et des objets binaires. Et dans ce cours-là, on va parler de synthèse de systèmes combinatoires. Donc on va faire l'étape d'ingénierie qui consiste à partir d'un cahier des charges où on veut créer une fonction logique qui réalise une opération donnée ou une fonction donnée et trouver comment le réaliser à partir d'un circuit qui ressemble par exemple au circuit qui est dessiné ici. Voilà. Ça c'est un circuit électronique. Ce qu'on voit là, c'est un circuit électronique et ce circuit électronique donc permet de réaliser une fonction donnée. Donc c'est l'étape qu'on va faire, c'est le travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on parle de synthèse de systèmes combinatoires, mais dans un premier temps, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est combinatoire? Alors, pourquoi on parle d'un système combinatoire? En fait, par définition, un système combinatoire, c'est quand une fonction logique, quand la sortie d'une fonction logique ne dépend que de la combinaison de ses entrées. Donc, vous imaginez que vous avez un certain nombre d'entrées, comme par exemple des boutons sur un système numérique. Vous avez des sorties, comme par exemple des LED ou un afficheur. Et si pour une combinaison d'entrées donnée, vous avez toujours la même sortie, et pour toutes les combinaisons d'entrées données, vous avez toujours une sortie déterminée, c'est un système combinatoire. Par exemple, une porte XOR est un système combinatoire parce que c'est quelque chose qui va avoir deux entrées et une sortie, et à chaque fois, quand vous mettez une combinaison d'entrées, vous avez toujours la même sortie. A l'inverse, une calculatrice, n'importe laquelle, une calculatrice à touche par exemple, n'est pas un système combinatoire parce que selon l'ordre dans lequel vous allez taper sur les boutons, le résultat sur l'afficheur va être différent. Voilà. Et donc ça fait un système qui s'appelle un système séquentiel. Et donc ça on verra, c'est un petit peu plus compliqué à synthétiser, et donc ça on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant on est sur les systèmes combinatoires. Donc ça veut dire que la sortie ne dépend que des entrées et de rien d'autre. Et donc si la sortie ne dépend que des entrées et rien d'autre, on peut écrire un truc comme ça. Donc on peut écrire une fonction logique, une équation logique qui donne la sortie en fonction des entrées. Et tout le but de la synthèse des systèmes combinatoires, ça va être de déterminer cette équation. On donne un cahier des charges, on dit voilà le système il doit fonctionner comme ça, on l'exprime avec des mots, et à la fin on récupère une équation qui nous permet de faire un circuit logique. Donc, in the end, l'idée c'est de faire un circuit logique et retenez une chose, c'est que pour une même fonction logique, il existe plusieurs écritures. Donc, on a plein de manières d'écrire une fonction logique donnée. Et en général, l'écriture la plus simple n'est pas forcément associée au circuit le plus simple. Donc, on va chercher non pas à écrire le circuit avec l'équation la plus courte et la plus simple possible, mais on va plutôt chercher à écrire l'équation du circuit de telle manière à ce que, à la fin, on ait un résultat simple et compact. Pour vous donner une petite idée, ce circuit électronique et ce circuit électronique sont strictement équivalents. Ils réalisent exactement la même fonction logique, sauf que celui-là, il a été écrit sous une forme adaptée qui permet de faire apparaître une porte XOR, un opérateur XOR à 3 entrées, alors que celui-là n'a probablement pas été écrit d'une forme adaptée, et donc on est parti à devoir utiliser des notes, des AND et des OR. N'ayez pas peur pour le moment, ces symboles-là, vous ne les connaissez pas encore, mais vous inquiétez pas, d'ici 3 slides, je vais vous indiquer à quoi ils correspondent. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce qu'on va chercher, c'est une équation qui donne les sorties en fonction des entrées, que pour cette équation, il existe plusieurs versions équivalentes, donc plusieurs manières équivalentes d'écrire les équations,
et que eh ben, on va chercher non pas forcément celle qui est la plus facile et la plus compacte à écrire, mais plutôt celle qui donne le circuit le plus simple. Alors avant ça, il y a 2-3 concepts qu'il va falloir que j'introduise avant de passer vraiment à la partie synthèse. 2-3 concepts qu'il va falloir que j'introduise. Et le premier concept que je vais vous introduire, c'est le concept de table de vérité. Le table de vérité, c'est en gros, vous avez un système qui est combinatoire. Donc vous savez que vous avez un nombre limité de cas de figure. Puisque pour chaque combinaison d'entrée, vous avez une sortie. Et le nombre de combinaisons d'entrées est limité parce que chaque entrée elle-même ne peut prendre que 2 valeurs. Et donc du coup, on peut représenter ça sous la forme d'un tableau. On peut lister en fait tous les cas de figure et représenter ça sous la forme d'un tableau. Si on a n entrées, ça veut dire qu'on a 2n combinaisons, 2 à la puissance n combinaisons possibles. Donc mon tableau, il va avoir 2 puissance n lignes. Et puis on va créer une colonne par variable d'entrée. Et tout ça, ça va nous donner une description de mon système numérique et ça va même donner une description qu'on va qualifier d'exhaustive puisqu'on va récapituler en une seule table tous les cas de figure. Alors comment ça se représente? On va le faire par exemple sur ce cas-là, donc la fonction logique qui est donnée là, x, and, y, or, z, et on va créer donc une table de vérité pour cette fonction. Donc la table de vérité, on a dit on va avoir une colonne par variable, x, y, z, une pour la sortie, F, voilà. On va essayer de tracer les traits droits, ce qui n'est pas forcément évident avec la palette, mais pour l'instant je m'en sors plutôt pas mal. Et on va lister toutes les combinaisons possibles. Alors là, il y a différentes méthodes. Soit vous les listez et vous essayez de ne pas les oublier, soit vous les listez de manière un petit peu ordonnée. Donc ce que je vous conseille, c'est de lister de manière ordonnée de la manière suivante. On commence par la dernière colonne. Alors on sait qu'il va y avoir 8 lignes. Hein, il y a 3 entrées, donc c'est qu'il va y avoir 8 lignes. La dernière colonne, c'est facile, elle change toutes les lignes. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La colonne, l'avant-dernière colonne, elle va changer toutes les 2 lignes. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et la première colonne, elle va changer toutes les 4 lignes, pardon. Donc 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bon, déjà, c'est plus tout à fait aligné, hein, c'est plus très propre, mais bon, c'est pas grave, on a l'idée qui est là. Et comme ça, on est sûr d'avoir listé tous les cas de figure. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans cet ordre-là. Pour la table de vérité, hein, on reparlera du tableau de Carnot plus tard et ce ne sera pas la même limonade. Mais en tout cas, pour la table de vérité, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Mais l'ordre que je vous ai donné là et la méthode que je vous ai donnée là, elle vous permet de vous assurer au moins de rien oublier. Et puis ici, on va représenter la sortie. Donc la sortie, pour que la sortie soit 1, vous voyez que c'est x, and, y, or, z. Donc pour que la sortie soit 1, il faut déjà que le x soit 1. Donc tous ces cas de figure-là, la sortie va être à 0. Et ensuite, il faut aussi que y or z soit égal à 1, et y or z est égal à 1 dès lors que y égale 1 ou z égale 1. Donc ici, 0 et 0, ça va faire 0, et dans les 3 autres cas de figure, ça va faire 1. Et voilà 2 choses qui sont complètement équivalentes, 2 représentations qui sont complètement équivalentes. D'un côté, l'équation logique, de l'autre côté, la table de vérité. Les deux décrivent de manière exhaustive le comportement de mon système. 2 choses que je voulais rajouter sur les tables de vérité pour être tout à fait complet. La première, c'est l'utilisation possible de don't care dans les tables de vérité pour simplifier les tables de vérité. Donc les don't care, c'est représenté soit par des x, soit par des traits dans les tables. Et en fait, c'est pour indiquer que la valeur qu'on a dans la case donnée est indifférente. C'est-à-dire que qu'elle soit 0 ou qu'elle soit 1, peu importe la sortie, peu importe, le comportement est le même. Alors ces don't care peuvent être utilisés de 2 manières dans les tables, soit sur les variables d'entrée, pour dire qu'une entrée n'influe pas sur le résultat, soit sur les variables de sortie, un petit peu plus rare, mais sur les variables de sortie, les don't care permettent de dire que pour un cas particulier, on s'en fiche de la sortie. Donc ça, c'est souvent utilisé quand vous avez un système avec plusieurs entrées et vous savez qu'il y a des combinaisons d'entrées que vous n'aurez jamais. S'il y a des combinaisons d'entrées que vous n'aurez jamais, en fait, ça ne sert à rien de surcontraindre le système, de rajouter des contraintes en disant, voilà, par exemple, si toutes mes entrées sont à 1, je veux que ma sortie soit à 1.
ça ne sert à rien de rajouter cette contrainte en plus si de toute façon jamais toutes vos entrées vont être à 1. Et dans ce cas-là, on va dire plutôt que si toutes les entrées sont à 1, je m'en fiche de la sortie. La sortie peut bien prendre la valeur que je veux, peu importe. Et ce peu importe, en fait, va se matérialiser dans une table de vérité par un don't care, qui va permettre de simplifier la synthèse. On verra un petit peu plus tard. Donc ici, par exemple, on va pouvoir simplifier la table de vérité de cette fonction-là. On va pouvoir l'écrire de manière simplifiée de la manière suivante. X, Y, F. On va pouvoir dire que si c'est 0, 0, alors la sortie vaut 0. Si X vaut 1, quel que soit Y, la sortie vaut 1. Si Y vaut 1, quel que soit X, la sortie vaut 1. Et donc là, on a une table de vérité simplifiée. Alors évidemment, le fait d'utiliser des don't care en entrée fait que vous n'avez plus forcément 2 puissance n lignes, parce qu'il y a un certain nombre de lignes qui sont combinées les unes avec les autres. Mais voilà, ça permet, surtout quand on a beaucoup de variables, ça permet de simplifier un petit peu l'écriture. Donc ça, c'était le premier point. C'était sur l'utilisation des don't care. Et le deuxième point, c'est sur l'écriture compacte des tables de vérité. Et donc l'écriture compacte des tables de vérité, c'est une manière en fait d'écrire les tables de vérité en une seule ligne, sous forme d'une équation. Alors comment ça marche? En fait, globalement, si je reviens un tout petit peu en arrière, si je reviens sur cette table de vérité, si vous savez lire un tout petit peu le binaire, ce qui normalement est le cas, vous pouvez associer en fait à chacune des lignes un nombre, une valeur numérique qui est en fait l'interprétation décimale du nombre binaire qu'on a sur les entrées. Donc là, par exemple, on a 0, 0, 0. On peut associer ça à la valeur 0. 0, 0, 1, je peux l'associer à la valeur 1. Ça, je peux l'associer à la valeur 2, etc. 3, 4, 5, 6 et 7. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Là, ils sont dans l'ordre parce que j'ai mis les lignes dans l'ordre qui allait bien. Mais ils ne seront pas forcément dans l'ordre. Mais en tout cas, voilà, vous avez à chaque fois une valeur numérique associée à chaque ligne. Et donc, l'écriture compacte, c'est simplement de dire quels sont les numéros des lignes pour laquelle la sortie vaut 1. Et donc, ça va se noter comme ça. Donc là, vous voyez par exemple que ici, pour ma fonction logique, x and y or z, ma sortie vaut 1 quand sur les lignes 5, 6 et 7. Et donc, je vais écrire l'écriture compacte ici. Je vais écrire que f de x, y et z, c'est la réunion de 3 cas de figure, la ligne 5, la ligne 6 et la ligne 7. Donc, c'est la réunion des lignes 5, 6 et 7. Voilà. Et ça, finalement, avec ça, vous pouvez faire une table de vérité. Ça, c'est juste un résumé de la table de vérité sous forme d'une seule et unique ligne. Donc c'est pratique, ça évite de faire des tableaux. Par contre, forcément, c'est moins explicite parce que si vous voulez savoir si une combinaison donne un 1 ou un 0, il faut d'abord traduire cette combinaison en binaire, voir si le nombre est dans cette liste-là, et ensuite vous savez si c'est 1 ou 0. J'ajoute juste une précision, c'est que dans ces écritures compactes-là, on peut aussi rajouter des don't care si on a envie. Et rajouter un don't care, ça se fait en général avec le symbole phi, donc on va écrire plus phi, et pareil, là on va mettre les combinaisons sur lesquelles on a des don't care. Donc voilà pour la notion de table de vérité. Si jamais vous avez des questions, je ne vous l'ai pas précisé en début de séance, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, ce que je dis habituellement, il n'y a jamais de mauvaises questions. Même les questions les plus stupides sont des bonnes questions. Parce que voilà, des fois vous vous posez une question stupide, mais que vous pensez stupide, mais vous êtes loin d'être le seul à vous la poser. Donc le chat est fait pour ça. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas à mettre un message. Je regarde ce que vous mettez sur le chat pendant la présentation. Donc voilà, vous mettez un message, je m'arrête et je vous réexplique avec grand plaisir. Alors, en attendant, je continue. Donc, je vous ai parlé d'une première représentation des fonctions logiques. C'est des représentations sous la forme des tables de vérité. Je vais vous parler d'une deuxième représentation qu'en fait vous avez déjà vue. C'est la représentation graphique. Donc, la représentation graphique, c'est sous la forme d'un circuit électrique, donc d'un schéma électrique, qui utilise en fait des portes logiques. Et les portes logiques, c'est des symboles qui représentent des opérateurs
logique. Donc vous vous souvenez, on avait vu 6 opérateurs élémentaires qui sont NOT, NOT, OR, AND, XOR, NAND et NOR. Ça, on avait vu ça au premier cours. Et bien, à chacun de ces opérateurs-là va être associé une fonction logique. Enfin, à chacun de ces opérateurs-là, pardon, va être associé une porte logique, va être associé donc un symbole. Par exemple, pour le NOT, le symbole, c'est celui-ci. Un triangle et un rond. Notez que le petit rond, la petite bubble, là, en général, elle est toujours là pour indiquer qu'il y a une négation. Vous le verrez aussi sur le NAND et le NOR, on va aussi rajouter une petite bubble. Pour le OR, donc ça va être à 2 entrées, ou plus d'entrées, si ça aura plusieurs entrées, ça va être cette forme-là. La forme un peu arrondie des deux côtés, 2 entrées et une sortie. Pour le AND, c'est assez similaire au OR, il faut faire attention, notamment si vous n'êtes pas très soigneux. Le AND, c'est assez similaire au OR, sauf qu'il y a une barre ici. Là, c'est arrondi, là, c'est une barre. Ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas trouvé quelque chose de plus différencié, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà le symbole classique du AND et du OR. Pour le XOR, c'est comme le OR, sauf qu'il y a 2 arrondis devant. Voilà. Ça, c'est le XOR. Le NAND, en fait, le NAND, c'est quoi? C'est la négation du AND. Donc, sans surprise, le NAND, c'est quoi? C'est un AND avec une petite bubble derrière pour dire que c'est la négation. Et de la même manière, le NOR, c'est comme le OR, avec une petite bubble derrière pour dire qu'on fait la négation. Et donc, du coup, les fonctions logiques, comme celle qui est là, je peux aussi la représenter sous la forme de schéma. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous voyez que c'est Y OR Z. Donc, je vais prendre Y, je vais prendre Z. Donc ça, c'est mon signal Y, ça, c'est mon signal Z. Donc c'est ma variable Y, ma variable Z. Je dois faire une opération OR entre les deux. Donc le OR, c'est ce symbole-là. Donc hop, j'essaie de multiplier, hein, encore une fois. Voilà. Et ça, c'est AND X. Donc là, je vais prendre X. Et ici, je vais rajouter un AND. Et ça va être mon F. Voilà pour la représentation des fonctions logiques sous la forme de schéma. Et donc les schémas qu'on a vus avant, les symboles qu'on a vus avant, vous vous souvenez, quand je vous ai dit vous allez le voir bientôt, voilà, ça y est, maintenant vous êtes capable de comprendre le schéma qui se trouve sur le premier slide. Voilà. Donc en général, l'intérêt de cette représentation-là, elle est surtout au niveau de l'implémentation derrière. C'est-à-dire que quand on va faire le circuit électronique qui va réaliser notre fonction logique, il vaut mieux avoir un petit schéma comme ça au départ pour savoir qu'est-ce qu'on branche où. Parce que globalement, ce que vous avez trouvé, c'est un composant qui va réaliser cette fonction, un composant qui va réaliser cette fonction, et ensuite il va falloir mettre des fils entre la sortie de ce composant et l'entrée de celui-ci, un fil entre la sortie de celui-ci et éventuellement une LED, hein, si la question c'est ici d'allumer une LED, et puis pareil, des fils entre les 3 boutons qui pilotent X, Y, Z, et puis les entrées qui sont là. Donc voilà pour la notion de porte logique. Alors quand on fait des portes logiques, on peut faire la démarche inverse. C'est-à-dire que quand on a un circuit comme celui-là, quand on a un circuit logique comme celui-là, on peut associer à ce circuit logique une fonction. Là, on a pris une fonction et on a fabriqué le circuit avec, mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je vous donne un circuit et vous allez essayer de trouver la fonction qui lui est associée. Alors, c'est pas très compliqué, ça se fait en général de proche en proche. Donc, on commence, par exemple, pour le N1. Donc là, le N1, c'est un OR. Donc, le N1, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à un OR entre D et B bar. OR B bar. J'en profite pour vous montrer un petit truc là, ici et ici. Pour les artistes qui aiment bien faire les dessins avec des petits ponts, les petits ponts, ça se fait plus depuis 20 ans, des trucs comme ça. Donc on trouve encore beaucoup de schémas avec des petits ponts comme ça. L'idée du petit pont, c'est de dire que les fils se touchent pas. C'est très moche et c'est très chiant à faire et ça se fait plus depuis un certain nombre d'années.
En fait, la norme, elle dit que si deux fils, s'il y a une intersection, deux fils sont supposés se croiser, alors il faut matérialiser le croisement par une jonction. Ici, typiquement, vous avez deux fils qui ne sont pas supposés se toucher. Voilà, bah, c'est pas un souci. On fait croiser les deux fils. Comme il n'y a pas de jonction, on sait qu'ils ne se touchent pas. Ici, par contre, on a deux fils qui se croisent. On va mettre une jonction pour bien matérialiser le fait que là, les fils se touchent. Voilà. Donc, pas la peine de faire des petits ponts. Simplement, si les fils se croisent par défaut, ça veut dire qu'ils ne se touchent pas. Sauf si vous écrivez ça. Et si vous faites ça, voilà. Si vous faites ça, ça veut dire que ici, le D est connecté au B, qui est connecté à l'A, qui est connecté à l'A. Donc j'en reviens à mon schéma. Donc j'ai dit N1 c'est D ou B bar. Ensuite le N2 qui est là, ça c'est une porte nord. Donc ça veut dire que le N2 il vaut B ou C le tout bar. Donc B nord C, ce qui veut dire B ou C le tout bar. Le N3 ça c'est une porte AND. Donc le N3 il vaut A bar, là on a un A bar, donc A bar et N1, qui est donc aussi égal à A bar D ou B bar A, hein, si on développe, voilà, puisque N1 vaut ça. Le N4, lui, c'est aussi un AND. C'est un XOR, oui, pardon, t'as raison, c'est un XOR, je sais pas si j'ai été pas concentré. Celui-là, c'est tout à fait un XOR ici. Donc je reprends. Bien vu. Donc c'est pas B OR C, c'est B XOR C. Hop, voilà. Merci. Donc ça c'était un XOR. Donc là c'est un AND, là c'est bien un AND. Donc du coup ce AND là pour N4 il fait D AND N2. Donc ça fait D AND B XOR C. Et à la fin on a un OR ici. Et donc ma sortie est bien égale à N3 ou N4. Donc D et B XOR C ou A bar, B bar ou D. Donc voilà ma fonction logique. Après, vous pouvez toujours vous amuser à la manipuler pour la rendre plus jolie, pour enlever l'exor et tout ça. Mais en tout cas, j'ai pu obtenir la fonction logique. En revanche, ce que j'arrive pas à faire la plupart du temps, sauf si c'est obvious, mais si c'est pas obvious, ce que j'arrive pas à faire, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, une fois que j'ai ça, bah, ça me fait une belle jambe. Je sais que ma fonction logique, elle vaut ça. Mais je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas mettre un nom sur cette fonction-là. Je ne sais pas comment va réagir mon système. Je ne sais pas si c'est un détecteur de nombres premiers. Je ne sais pas si c'est voilà. Je ne sais pas quelle est la fonction qui est associée là derrière. Et donc ça, c'est quasi impossible d'identifier la fonction réalisée par un circuit numérique par rétro-ingénierie, ce qu'on a fait. On peut alors la fonction au sens fonctionnel du terme, pas au sens fonction logique. Au sens fonction logique, on vient de voir qu'on peut tout à fait le faire. Par contre, au sens fonctionnel, au sens du cahier des charges, quel était le cahier des charges au départ qui m'a conduit à designer un tel circuit, ça c'est quasi impossible à faire. Notez que c'est pas spécialement systématiquement utile. Hein. C'est pas, voilà, c'est juste que si vous voulez faire de la rétro-ingénierie et essayer de comprendre à quoi servent les circuits logiques, si on vous donne le schéma, ben, comprendre à quoi sert un circuit logique, c'est pas évident. À part juste simplement trouver son équation. On en arrive à la troisième notion importante de ce cours, qui est la notion de tableau de Carnot, qui est en fait la troisième représentation possible d'une fonction logique. Donc, je récapitule. L'étape de vérité, qui permettent de représenter de manière exhaustive sous forme d'un tableau. Les schémas logiques, les schémas de porte logique, et le tableau de Carnot. Le tableau de Carnot, c'est la troisième manière en fait de faire. Et c'est une représentation qui est matricielle plutôt. Donc c'est aussi encore un tableau, sauf que comme son nom l'indique, bien sûr, sauf que cette fois-ci, c'est pas une table de vérité, c'est sous forme matricielle et ça permet en fait de faire des simplifications derrière.
Alors, point très important sur les tableaux de Carnot, autant sur les tables de vérité, vous pouvez mettre les tables de vérité dans l'ordre que vous voulez. Les lignes, vous pouvez les intervertir, ça ne change absolument rien. Autant sur un tableau de Carnot, c'est critique de respecter un certain ordre pour les lignes et les colonnes. L'organisation des lignes et des colonnes est critique. Vous comprendrez pourquoi après. Et donc, c'est important d'avoir, en fait, deux lignes consécutives ou deux colonnes consécutives ne doivent avoir que une seule variable qui change. Par exemple, si une ligne correspond à une entrée à 0 et l'autre entrée à 0, ben la ligne d'à côté doit correspondre soit à la première entrée à 0 et la deuxième à 1, soit la première entrée à 1 et la deuxième à 0, mais pas les deux à 1. Et pour s'assurer qu'on n'ait qu'une seule variable qui change entre des lignes consécutives, des colonnes consécutives, et ben on va les ordonner d'une certaine manière, et cette certaine manière, en fait, ça s'appelle le code Gray, c'est un nom, c'est le code Gray. Et le code Gray, c'est un code binaire qu'on va pouvoir écrire et qui va faire en sorte que entre deux lignes consécutives, on n'ait qu'une seule variable qui change. Alors le code Gray à 1 bit, il est très facile à écrire. Vous allez voir comment on obtient un code Gray, en fait, c'est assez simple. À 1 bit, c'est très facile à écrire. C'est 0 et 1. Là, il n'y a pas de question à se poser, hein. Il n'y a qu'une seule variable, donc forcément, il peut y avoir qu'une seule variable qui change entre ces deux lignes. Si je rajoute un deuxième bit, que je le fais de manière un peu naturelle, ou que je le fais un peu comme avant. Comme avant, je vous avais dit, bah, lui, je lui remets 0, 1, et lui, je lui mets 0, 0, et ensuite 1, 1. Et vous voyez que ça, c'est pas bon, parce que là, entre là et là, j'ai mes deux variables ici qui ont changé. Donc en code Gray, on va pas faire ça. On va simplement, pour ajouter le deuxième bit, on va commencer comme ça, en mettant le 0, 0 qui est là. Ici, on va tirer un trait, et là, on va faire le miroir de ce code-là. Donc là, j'ai 0, 1. Les deux suivants, ça va être 1, 0. Et ici, j'alterne, je mets 1, 1. Et là, c'est bon. Là, j'ai le deuxième bit qui change. Là, j'ai le premier bit qui change. Là, j'ai le deuxième bit qui change. Et quand je reviens au début, j'ai de nouveau le deuxième bit qui change. Et c'est parfait. C'est ce que je veux. Et ça, je peux le répéter autant de fois que je veux. Donc, si j'ai 3 entrées, pour obtenir le code Gray avec 3 entrées, comment je fais? Ben, je trace un trait là. Je fais le miroir de ces combinaisons-là. Donc, je recommence avec 1, 0, puis 1, 1, puis 0, 1, puis 0, 0. Avant le trait, je complète avec des 0. Après le trait, je complète avec des 1. Si j'ai un quatrième bit, vous l'aurez compris, je trace un trait ici et je continue. Donc le code Gray, il m'assure que d'une ligne à l'autre, j'ai qu'un seul et unique changement. Et c'est exactement ce que je veux quand je fais un tableau de Carnot. Donc en tableau de Carnot, les indices des lignes et des colonnes sont organisés toujours en code Gray. C'est une matrice où vous allez avoir 2 puissance n cases, où n est le nombre d'entrées, que vous allez remplir avec des 0 et des 1, comme une table de vérité, et donc on va obtenir à la fin cette matrice-là. Alors, je vous le fais sur l'exemple, toujours le même exemple, donc f de x, y, z, c'est x, y, x and y or z. J'ai 3 entrées, donc ça va me faire 8 cases dans ma matrice, donc ça va être une matrice 4 par 2, voilà, qui va ressembler à ça. Ensuite, j'ai choisi soit de mettre le x tout seul sur les colonnes et yz sur les lignes, ou n'importe quelle autre combinaison. Voilà, mais en tout cas, il y a une variable que je dois choisir pour mettre sur les lignes et 2 variables que je dois choisir de mettre sur les colonnes. Allez, on va faire ça. On va mettre ici x et là-haut, on va mettre yz. Pour x, c'est facile. 0, 1. Pour y, code Gray. Donc le premier, c'est 0, 0. Le deuxième, 0, 1. Le troisième, 1, 1, obligatoirement, et le quatrième, 1, 0. Et ensuite, je remplis ce tableau en mettant des 1 dans les cases quand ma fonction logique vaut 1 et des 0 quand ma fonction logique vaut 0. Donc comme tout à l'heure, dès lors que le x vaut 0, cette fonction logique est forcément à 0, donc je peux déjà compléter ça. Si y et z sont tous les deux à 0, y or z vaut 0, donc la fonction logique est à 0. Et dans les autres cas, ma fonction logique est à 1. Et donc voilà le tableau de Carnot associé à cette fonction logique. Toujours pas de questions? Tout va toujours bien? Donc ce tableau de Carnot va être très utile pour la synthèse des circuits, comme on va le voir tout de suite. Donc quand on parle de synthèse de circuits maintenant,
Synthèse de circuit, c'est partir du cahier des charges pour arriver jusqu'au schéma logique. Comment ça se passe? On a différentes étapes. En général, la première étape, c'est de traduire le cahier des charges sous la forme d'une table de vérité. Pourquoi? Parce qu'un cahier des charges, c'est du texte. C'est écrit, on décrit le fonctionnement avec des mots. Ça peut être sujet à interprétation, ça peut être sujet à ambiguïté, alors qu'une table de vérité, c'est une description exhaustive, il n'y a pas de discussion, c'est des 0 et des 1. Et donc une fois qu'on a traduit le cahier des charges en table de vérité, on est bon, on sait qu'on part sur de bonnes bases. Voilà. Et donc ça nécessite simplement de la compréhension et du bon sens, compréhension du cahier des charges, et puis voilà. Ensuite, pour passer de la table de vérité aux équations logiques, là, il y a différentes méthodes de synthèse qui sont soit d'utiliser ce qu'on va faire nous, un tableau de Carnot, soit d'utiliser une méthode analytique. C'est un peu chiant, je vous montrerai quand même histoire que vous l'ayez vu, mais sinon c'est un peu voilà, c'est pas très agréable à faire, donc on va essayer de s'éviter de le faire. Soit utiliser d'autres méthodes plus systématiques comme Queen McCluskey. Donc ça typiquement c'est une méthode. Il y a je vous mettrai une vidéo aussi qui vous explique un peu plus en détail cette méthode. Ça c'est une méthode très algorithmique, un peu pénible à faire à la main, par contre très facile à programmer. Donc c'est celle-là qui est utilisée la plupart du temps par les logiciels qui permettent de calculer automatiquement des fonctions logiques à partir de tables de vérité. Et donc à partir de là, quand vous avez les équations logiques obtenues avec ces méthodes-là, vous avez des schémas d'implantation qui utilisent ces trois opérateurs élémentaires. Pourquoi? Parce que ces méthodes-là, tout simplement, vont aboutir à ces trois opérateurs-là. Et donc vous pouvez déjà faire un schéma fonctionnel avec ces opérateurs-là. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément l'implémentation la plus simple en termes de nombre de composants et tout ça. Et donc, il y a une dernière étape, qui est l'étape d'optimisation. La méthode, vous l'avez là, c'est la force. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas de méthode numérique. Voilà, c'est simplement votre expérience et votre savoir-faire qui va vous permettre de faire cette optimisation et qui va vous permettre d'arriver à un schéma optimal. Donc, alors, petit exemple, ici, le cahier des charges, c'est la lumière s'allume quand j'appuie sur un bouton ou sur l'autre bouton, mais pas quand j'appuie sur les deux. Déjà, ceux qui ont un petit peu, qui sentent un petit peu la force, ils voient y arriver la porte XOR là. Mais si on n'a pas la force, on ne voit pas arriver la porte XOR. Donc on fait une table de vérité. On dit voilà, 0, 0, ça va me donner 0. Ça, c'est les deux interrupteurs, hein, A et B. Ça, c'est ma lumière. 0, 1, ça va me donner 1. 1, 0, ça va me donner 1. 0, 0, 1, 1, ça va me donner 0. Ça correspond à mon cahier des charges. Si j'ai un des boutons qui est enfoncé, la lumière s'allume. Si j'ai deux boutons qui sont enfoncés, j'ai pas de lumière. À partir de là, sans trop vous spoiler, vous pouvez tirer l'équation logique A, B bar ou B, A bar, que vous pouvez réaliser, puisque là vous avez deux notes, deux AND et un OR, donc 5 portes. Voilà. Mais à partir de là, si vous avez un petit peu d'expérience, vous allez tout de suite reconnaître une porte XOR et vous allez dire attends, on ne me la fait pas, je ne vais pas le faire avec 5 portes, ça je vais le faire directement en disant que c'est A XOR B et je vais le faire avec une seule porte. Mais là, autant là, je peux vous donner une méthode pour y arriver, autant là, il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste l'intuition et l'expérience. Voilà. Alors, la méthode analytique, je vous ai dit que je vais en parler un petit peu, c'est juste histoire de remplir une page d'équations. Et de justifier mon salaire. Donc, la méthode analytique, comment ça se passe? Quand vous avez une table de vérité comme ça, elle consiste simplement à écrire toutes les combinaisons qui marchent, donc toutes les combinaisons qui sont à 1. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, je vais les écrire. Donc la première, elle dit que A vaut 1, B vaut 0 et C vaut 1. Donc la proposition logique associée à A vaut 1, B vaut 0 et C vaut 1, c'est A, B bar, C. Pourquoi cette proposition logique est associée à cette combinaison? Tout simplement parce que cette proposition logique-là n'est vraie que quand mes entrées ont cette combinaison-là. Donc quand vous avez un 1, c'est normal. Quand vous avez un 0, vous prenez bar. La proposition logique associée à la ligne du dessous, c'est A, B, C bar. Et la proposition logique associée à la dernière ligne, c'est A, B, C. Et comme ma
fonction logique dit que y est vrai lorsque on est sur cette ligne-là, ou sur cette ligne-là, ou sur cette ligne-là, on va rassembler les trois propositions logiques avec des ou, et ça va me donner la valeur de y. Bon, et puis maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce machin-là? Eh ben, je ressors mon cours numéro 1, et puis je regarde quelles sont les propriétés intéressantes de l'algèbre booléenne que je pourrais utiliser. Il y a une première propriété intéressante de l'algèbre booléenne que je pourrais utiliser, c'est de factoriser. Et de dire, ici, bah, si je prends ce terme-là et ce terme-là, je vais pouvoir l'écrire A, C, B bar ou B. Et AC, B bar ou B, plus le terme A, B, C bar. Et AC, B bar ou B, bah, B bar ou B, vous savez que ça, c'est égal toujours à 1, et donc ça va faire ici AC. Ok. Ce terme-là, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, il y a une deuxième propriété qui est intéressante dans l'algèbre booléenne, c'est la propriété qu'on avait appelée d'idempotence. Voilà, idempotence. C'est un nom barbare pour dire que quand vous avez un terme comme ça dans une équation, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez sans changer la valeur de l'équation. Donc, par exemple, ce terme ABC, là, je peux m'amuser à le répéter une deuxième fois. Et donc, ces deux-là, je les ai utilisés pour former ce terme-là, mais je peux aussi utiliser ces deux-là pour factoriser le C bar. Et donc ici, avoir C bar ou C. Voilà. Et rebelote, C bar ou C, c'est égal à 1. Et donc, au final, j'ai AB ou AC. Et là, je peux encore une fois factoriser pour arriver au résultat A et B ou C. Ça, c'est la méthode analytique. Donc on utilise les théorèmes et on essaye de les appliquer bien comme il faut. Ça nécessite beaucoup d'adresse, beaucoup de courage, parce qu'il faut que si vous avez un système là, on n'a que 3 entrées et que 3 lignes qui sont égales à 1. Si vous en avez 4 ou 5 entrées et plein de lignes égales à 1, il vous faut un tout petit peu de motivation pour le faire, mais en appliquant ces théorèmes-là, on arrive toujours au résultat. Mais ce n'est pas la méthode qu'on va choisir le plus souvent. Le plus souvent, on va choisir une méthode qui est un tout petit peu moins rébarbative et qui se base en fait sur les tableaux de Carnot. Et donc c'est ce qu'on appelle couramment la méthode de Carnot, ou plus justement la méthode de synthèse via les tableaux de Carnot, qui consiste en fait à globalement, premièrement, avant toute chose, je dessine le tableau de Carnot vierge. Donc là déjà il ne faut pas se planter, hein. Je rappelle, attention, code Gray. Ça peut paraître con, hein, dessiner un tableau de Carnot vierge, mais si vous dessinez un tableau de Carnot vierge et que vous ne mettez pas les colonnes dans le bon sens, déjà c'est mal barré. Donc il faut mettre les colonnes dans le bon sens et tout ça. Ensuite, avec la table de vérité, voire directement avec le cahier des charges si c'est facile, vous pouvez le compléter. Ensuite, vous choisissez si vous préférez coder les 1 ou les 0, parce que je vous rappelle que une fonction logique, quand une fonction logique est vraie, le contraire de cette fonction logique est faux. Donc on peut soit résoudre le tableau de Carnot en disant je vais regarder tous les cas pour lesquels c'est vrai, ou alors dire que la fonction vaut 1 quand je ne suis pas dans les cas où la fonction est fausse. Donc je peux imaginer de coder les 1 ou les 0, et souvent ce qui va dicter le choix des 1 ou 0, c'est un truc très pratique qui s'appelle la flemme, puisque si vous avez plus de 1 que de 0, vous allez plutôt coder les 1, plutôt coder les 0, et si vous avez plus de 0 que de 1, vous allez plutôt coder les 1. Après, il y a l'étape la plus critique, c'est le regroupement des termes. Et une fois que vous avez regroupé les termes, vous pouvez écrire l'expression algébrique optimale. Pour le regroupement des termes, les règles sont résumées ici. Quand vous faites un regroupement, déjà les groupes doivent contenir la même valeur. Ça, c'est un peu obvious. Ensuite, les groupes doivent toujours être rectangulaires, sinon ça ne marche pas. Le nombre de cases dans les groupes doit être une puissance de 2. Donc, il faut faire des groupes de 2, de 4, de 8, de 16, éventuellement cases adjacentes, mais pas 10, pas 6. Les groupes peuvent se chevaucher. Ça, c'est le principe d'idempotence, en fait, qui dit ça. En gros, une case peut servir à plusieurs groupes. Voilà. Et les groupes se font avec les règles de symétrie inhérentes au code Gray. Et donc, les règles de symétrie inhérentes au code Gray font que deux cases qui sont l'une à côté de l'autre, sont forcément adjacentes. Si je reviens à cette expression-là, celle-là, la case qui correspond à ce terme-là et la case qui correspond à ce terme-là,
sont forcément adjacentes. Pourquoi? Parce que regardez, il n'y a qu'un seul terme qui change entre les deux. Hein, je vous rappelle, c'est celle-ci et celle-ci. Entre celle-ci et celle-ci, vous avez un terme qui change. Donc forcément, dans le tableau de Carnot, les cases associées seront l'une à côté de l'autre. Et vous voyez qu'en fait, ces deux termes-là peuvent se simplifier. Et bien, c'est ce qu'on va faire avec le tableau de Carnot. Quand on fait un groupe, on va simplement dire la chose suivante. Regardez, si cette case-là est à côté de cette case-là, je peux former un groupe avec ces deux cases en disant simplement que ce groupe vaut 1, quelle que soit la valeur de B. Et donc, ce qui est associé à ce groupe-là, c'est que A vaut 1, que C vaut 1, et B, on s'en fout. Et ça va donner lieu à ce terme-là. Donc, quand on fait avec le tableau de Carnot, c'est la même chose, sauf qu'on le fait de manière graphique. Alors, quand on parlait de bons groupes et de mauvais groupes, voilà quelques exemples. Alors, j'ai volontairement pris un tableau de Carnot compliqué, parce que c'est un tableau de Carnot avec 5 entrées, donc il y a 4 lignes et 8 colonnes, et quand il y a 8 colonnes, c'est toujours compliqué de jouer avec les symétries. Mais globalement, ça c'est bon. Ce groupe-là, il est bon. Ce groupe-là, il est bon. Il respecte, hein, à condition bien sûr qu'il y ait des 1 dedans, mais c'est des groupes de 2 qui sont rectangulaires, donc là, il n'y a pas de souci. Des choses un petit peu plus sioux, les deux rouges là, en fait, ces deux rouges là sont adjacentes parce que le code Gray, il est symétrique. Il continue. C'est-à-dire que cette case-là, le tableau de Carnot, c'est comme s'il était cyclique. Donc, cette colonne-là, en fait, cette colonne-là, c'est la colonne qui vient juste avant celle-ci. Et donc, ces deux rouges sont bons. Donc, ça forme bien un bon groupe. Les deux bleus, les deux verts qui sont là, a priori, ils sont complètement disjoints. Mais en réalité, à cause des règles de symétrie, encore une fois, ils sont joints, puisque vous voyez que ce vert-là, entre ce vert-là et ce vert-là, D, il ne change pas, E ne change pas, B ne change pas, et C ne change pas. Il n'y a que A qui change. Donc il n'y a qu'une seule valeur qui change, donc ces deux-là sont bien ensemble. Ça forme un groupe. Ça ne crève pas les yeux, mais ça forme un groupe. Pareil pour lui et lui. Ils forment des groupes. Tous ceux qui sont ici, ils forment aussi des groupes. Vous pouvez faire le test. Hein, si vous prenez deux cases du groupe orange, n'importe lesquelles, c'est deux cases ici du groupe orange, effectivement, vous allez voir que ces deux cases-là, vous prenez ces cases-là, vous avez à chaque fois une variable et une seule variable qui change. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous avez ici donc des groupes de 2, ça veut dire 4 variables communes. Des groupes de 4, ça veut dire 3 variables communes. Les groupes de 8, ça veut dire 2 variables communes, etc., etc. Donc là, vous avez différents groupes de 8. Alors, vous avez un groupe de 4 ici. Donc, vous pouvez vérifier que ce groupe de 4, il a bien 3 variables communes. En l'occurrence, le 1 qui est là pour B, le 1 qui est là pour C et le 0 qui est là pour E. Donc, c'est bon. Et puis voilà, donc je vous laisserai réfléchir à ça. Vous aurez la vidéo sur YouTube, hein, donc vous pourrez à ce moment-là l'arrêter et puis regarder et bien vérifier que je dis pas de conneries et que ces groupes-là sont bien tous valides. Ici, le groupe rouge, il est valide aussi. C'est un groupe de 4, donc c'est bien une puissance de 2. Vous avez bien 3 variables communes et 2 variables qui changent. Le groupe orange, il est valide aussi, même s'il chevauche le groupe rouge ici, parce que cette case-là peut tout à fait appartenir à deux groupes. Là, on a bien un groupe qui est rectangulaire, pas de souci. Là, on a un groupe de 8. Donc, groupe de 8, on a dit deux variables communes. Quelles sont les deux variables communes? C'est A qui vaut 1 et B qui vaut 0. Ça, par contre, c'est nimp, parce que c'est une pièce de Tetris, mais c'est pas un rectangle. Même si c'est 4, ça ne fait pas un rectangle. Ça, c'est nimp, parce que même si c'est un rectangle, malheureusement, ça fait 6 cases, et donc 6 cases, c'est pas bon. Et puis ces groupes-là aussi, c'est un peu n'importe quoi, parce que là, c'est des groupes de 4 qui ont l'air rectangulaires. C'est encore plus piégeux, ça a l'air rectangulaire, hein, si on accepte que cette colonne-là vient en premier. C'est un rectangle, il fait 4, très bien. Sauf qu'il ne respecte pas les symétries inhérentes au code Gray, puisque quand vous regardez, un groupe de 4, normalement, a 3 variables communes. Or, dans ce groupe-là, le A, il n'est pas commun, il change. Le B, il vaut 0, 0, là il vaut 1, donc le B change. Le C, il vaut 0, 1, 1, et 0, donc le C change. Donc c'est un groupe de 4
qui n'ont que deux variables communes, D et E, donc c'est pas un groupe éligible. Alors là, je vous ai volontairement mis des exemples un petit peu tirés par les cheveux et un petit peu compliqués. Et un tableau de Carnot devient toujours compliqué au-delà de 4 variables. Tant que vous maintenez votre tableau de Carnot à moins de 4 variables, c'est facile. Parce que à part les histoires de première colonne, qui est aussi la dernière, et de rotation des colonnes, il n'y a pas de question de symétrie un peu farfelue comme on a ici. Simplement, à partir de la 5e variable, c'est là qu'apparaissent ces notions de symétrie un peu farfelues. Je vais vous faire un petit exemple de synthèse par le tableau de Carnot. Donc voilà le cahier des charges qui est là. Hein, donc je l'ai mis sous forme d'une table de vérité. Il y a 4 entrées, donc je vais les écrire. A, B, C, D. Voilà. Du code gré, on n'oublie pas. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et on remplit. 0, 0, 0, 0, ça fait 0. 0, 0, 0, 1, ça fait 0. 0, 0, 1, 0, ça fait 0. 0, 0, 1, 1, ça fait X. X ici, c'est le Donkers. Ensuite, on a 0, 0, 1, 0, ça fait 0. Ensuite, ça fait encore 0. Ensuite, ça fait, c'est cette ligne-là, donc ça fait encore 0. Et cette ligne-là, ça fait 1. Ensuite, ici, on a la ligne 1, 1, 0, 0, donc c'est celle-ci, ça fait 1. 1. 1, 1, 1, 1, c'est celle-ci, c'est 1. 1, 0, celle-ci, c'est 0. Et puis 1, 0, 0, 0, c'est celle-là. Donc là, on a un Donkers. Là, on a un 1. Là, on a un 0. Et là, on a un 0. J'ai pas dit de bêtises. Donc voilà mon tableau de Carnot. Maintenant, comment je fais pour la synthèse? Je regarde par exemple ce 1 là. Et je regarde si je peux le regrouper. Est-ce que je peux regrouper ce 1 là? Alors j'ai deux manières de regrouper ce 1 là. Soit je le regroupe avec le 1 qui est juste en dessous, soit je le regroupe avec le Donkers qui est là, parce que le principe du Donkers, c'est que ça, c'est en gros 0 ou 1. Donc je peux choisir que ce soit 1, et dans ce cas-là, je peux faire ce groupe-là. Mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de rajouter un 1 ici, parce que de toute façon, ce 1-là, je peux le regrouper avec celui du dessous. Et donc là, ça va me former un premier groupe. Voilà. Est-ce que je peux étendre ce groupe-là? J'aurais pu l'étendre si j'avais eu un 1 ici et un 1 ici. J'aurais pu l'étendre si j'avais eu un là et un là, ou si j'avais eu un là et un là. Mais comme ce n'est pas le cas ici, je ne peux pas l'étendre. Comme je ne peux pas l'étendre, je m'intéresse à un autre 1, par exemple celui-là. Celui-là, je peux l'étendre avec celui qui est là, ou celui qui est là. Pas là-haut, bien sûr, parce qu'il y a un 0. Donc j'ai le choix. Celui-là, il n'y a pas franchement d'intérêt parce que lui, il est déjà dans un groupe. Donc, je vais lui foutre la paix. En revanche, celui-là, il a un intérêt parce qu'il n'est pas dans un groupe. Donc, j'ai mes deux groupes de 1 qui sont là. Maintenant, je regarde si je peux étendre ces deux groupes de 1. Si je peux les étendre, c'est éventuellement là et là, pour former une ligne de 4, ou là et là pour former un bloc de 4. Là-haut, vous voyez que c'est pas possible. Ici, vous voyez que c'est pas possible parce qu'il y a un 0. Là, il y a un 0 et un Donkers. Donc, je peux par exemple choisir que ce Donkers, il vaut 1. Et dans ce cas-là, en fait, mon groupe de 4, au lieu de s'arrêter là, enfin, mon groupe de 1, au lieu de prendre juste ces deux-là, il va prendre ces 4-là. Et maintenant, comment est-ce que j'écris la fonction logique avec tout ça? Eh bien, j'écris la fonction logique en mettant, en regardant qu'est-ce qui est commun à mon groupe rouge et à mon groupe bleu. Ce qui est commun à mon groupe rouge, vous voyez, c'est, alors le A, il vaut 1 ou 0, donc lui, il change, donc il ne va pas intervenir dans l'équation. En revanche, le B, il reste toujours à 1, le C, il reste toujours à 1, et le D, il reste toujours à 1. Donc ça, c'est l'équation logique de mon groupe rouge. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'équation logique de mon groupe rouge? Ça veut dire que si cette équation est vraie, si cette proposition est vraie, ça veut dire que je suis dans les cases rouges. Je fais pareil pour le bleu, donc je vais écrire la proposition logique qui va me dire je suis dans les cases bleues. Celle-ci, vous voyez que le A il est toujours à 1, donc le A il va intervenir. Le B il change, donc il n'intervient pas. Le C il est toujours à 0, donc il va intervenir. Le D il change, donc il n'intervient pas. Et donc voilà ma fonction logique. Tout simplement, B, C, D et C et D, ou A bar et C.
Alors pour faire les tableaux de Carnot, je vous montre rapidement, parce qu'on est bientôt à la fin du cours, je vous montre rapidement un petit site, je vais mettre le lien dans le chat, un petit site qui permet en fait de jouer avec des tableaux de Carnot et de faire de la synthèse avec les tableaux de Carnot. Voilà, donc là dans mon cas j'ai 4 variables, donc je reprends cette table de vérité, vous voyez que j'ai un x ici, donc on va le refaire, hop, on a un x là. On a un 1 sur la colonne sur la ligne 7, x1. Donc 7, là on a un 1, là on a un x, là on a un 1. On a un 1 sur les colonnes aussi 13, 14, 12, 13 et 15. Donc 12, 13 et 15, ce sont des 1. Voilà, donc on remet la table de vérité, on fait submit et vous avez ici donc le tableau de Carnot qui apparaît, qui est là. Alors il n'est pas dans le même sens que moi puisque si, il est dans le même sens que moi. Oui, oui, mais j'ai un 1. Par contre, j'ai du mal cliquer là parce que normalement le 1 il est là. Hop, on va revenir en arrière. Où est-ce que j'ai mal cliqué? Ah, ici, j'ai dit ça et ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes 4 1 et là j'ai mes 1. Donc ça, c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, donc ici j'obtiens l'équation logique qui est la même que moi, A, C bar et B, C ou D, et j'ai un schéma. Alors, il n'est pas très joli, hein, c'est pas non plus une merveille, mais en tout cas, ça vous donne un petit schéma de porte logique qui est là. C'est un petit site, hein, 32x8.com, qui permet de faire ça. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'était Circuitverse. Donc c'est un autre site web, c'est un petit simulateur qui lui va vous permettre de simuler des circuits logiques. Donc tout à l'heure, alors je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez rajouter des inputs qui sont là. Hop, clac. On peut rajouter des portes logiques. Par exemple, on va mettre un XOR. Hop, on peut rajouter des outputs, donc c'est des petites LED qui sont là. On peut aussi zoomer, hein, histoire d'y voir quelque chose. Voilà, on connecte, donc on fait la fonction, on fait le circuit logique, tac, et puis on peut simuler assez facilement. Voilà. Hop. Et donc là, si on change, vous voyez que si je change, je clique dessus pour changer. 0, 0, ça fait 0, 0, 1, ça fait 1, 1, 1, ça fait 0, 1, 0, ça fait 1. Donc ça, c'est aussi intéressant, un circuit verse pour juste tester vos circuits, juste pour vous amuser à les simuler. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de s'inscrire, ça marche tout seul. Il y a peut-être besoin de s'inscrire pour pouvoir sauvegarder des projets, sauvegarder des fichiers, mais sinon, voilà, ça va tout seul. Toute dernière slide, un petit warning. Ah oui, pardon, avant-dernière slide, celle-là, elle va aller vite. Méthode alternative, je vous ai dit qu'une McCloskey, c'est une méthode algorithmique. Je vous renvoie simplement vers la vidéo qui est sur Moodle et que je vais mettre aussi sur YouTube où on vous explique cette méthode-là. Donc je ne la détaille pas ici. Et le dernier truc que je voulais vous dire qui lui est important, c'est la notion d'aléa de propagation. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais là, je peux déjà vous l'introduire sur ce tableau de Carnot. L'aléa de propagation, il est dû à des changements intempestifs d'une sortie lors d'une transition d'entrée, donc des choses qui ne sont pas prévues. Et donc par exemple ici, si vous avez votre combinaison d'entrée qui vaut 1, 1, 0, 1, ça veut dire que vous êtes là, ok, là où je suis en jaune, et le C passe de 0 à 1. Donc je change de case, j'arrive dans cette case-là. Vous voyez que là, je passe d'une case où la sortie vaut 1 à une autre case où la sortie vaut 1, donc il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, que ma sortie Y change. Je remets l'équation logique. L'équation logique, c'est BCD ou donc BCD, c'est le groupe vert, celui-là, BCD, ou A, C bar, ça c'est le groupe rouge qui est là. Il n'y a aucune raison que ma sortie change, sauf qu'elle risque de changer. Et elle risque de changer pourquoi? Parce que en fait, les calculs ne se font pas instantanément. Admettons que ça, ce soit le moment. Là, je matérialise le moment avec un trait qui était supposé être droit. Ça, c'est le moment où le C passe de 0 à 1. Donc le groupe vert, quand j'ai 1, 1, 0, 1, vous voyez que je ne suis pas dans le groupe vert. Donc ça veut dire qu'au niveau du groupe vert, je vais être à 0. Jusqu'à là. Le groupe rouge, je suis dans le groupe rouge. Donc lui, il est à 1. Quand je suis arrivé à la combinaison 1 à 1, c'est l'inverse.
Je suis dans le groupe vert, donc là je vais être à 1. Mais je suis plus dans le groupe rouge, donc là je vais être à 0. Ok, cool. Ma fonction logique, c'est ça ou ça. Donc c'est je suis dans le groupe vert ou je suis dans le groupe rouge. Donc là, je suis dans le groupe vert, elle vaut 1. Là, je suis dans le groupe rouge. Non, pardon, là je suis dans le groupe rouge, elle vaut 1. Là, je suis dans le groupe vert, elle vaut 1. Sauf qu'en fonction du moment où vont se faire les transitions, si vous avez un truc qui ressemble à ça, donc le groupe rouge qui change plus vite que le groupe vert, et bien vous voyez qu'à cet endroit-là, vous avez une période où je suis ni dans le groupe vert ni dans le groupe rouge. Parce que je ne suis pas encore dans le groupe vert parce que ma fonction logique verte n'a pas fini de calculer, mais je suis déjà plus dans le groupe rouge parce que ma fonction logique rouge a déjà fini de calculer. Et donc là, je vais avoir ce qu'on appelle un aléa de propagation, qui est un passage à 0 de y. Et cet aléa de propagation, qui va durer quelques nanosecondes, bah, il peut avoir des conséquences assez dramatiques. Parce que si le Y est juste branché sur une LED, bah, ça va éteindre la LED quelques nanosecondes. Franchement, à moins que vous ayez les yeux d'Iron Man, voir éteindre une LED quelques nanosecondes, ça va complètement être transparent, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Par contre, si le passage de Y, si Y est branché sur le détonateur d'une bombe et que le passage à Y de 0 déclenche la bombe, eh ben, ça va suffire pour déclencher. Évidemment, la bombe, vous allez me dire, c'est le cas extrême. Oui, c'est le cas extrême, mais souvent des fonctions logiques sont utilisées quand on a des gros circuits numériques. Les fonctions logiques peuvent être utilisées pour déclencher d'autres mécanismes, déclencher d'autres fonctions logiques. Et donc voilà, et donc là, si on a des aléas de propagation, on est embêté. Et donc les aléas de propagation, en fait, on peut les identifier et les prédire assez facilement. Alors déjà, oui, ça c'est la phrase, évidemment, c'est la théorie de la loi de l'emmerdement maximum ou la loi de Murphy. Si vous laissez une chance à votre système de foirer, c'est sûr qu'il va foirer. Donc on ne va pas laisser une chance à notre système de foirer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prémunir de ces aléas de propagation. Alors déjà, on va essayer de les identifier. On peut les identifier assez facilement. C'est quand vous avez des groupes adjacents non reliés dans un tableau de Carnot. Comme là, on a ce groupe-là qui est à côté de ce groupe-là, mais vous voyez que rien ne les relie. Et bien ça, typiquement, c'est une chance pour le système de foirer, d'avoir un aléa de propagation. Et comment on fait pour s'en parer? Eh bien, on va rajouter un groupe supplémentaire ici pour relier ces deux groupes adjacents, qui ne sert à rien d'un point de vue logique, qui ne sert absolument à rien d'un point de vue logique, mais qui est super utile pour éviter les aléas de propagation, parce que pour le coup, qu'on soit dans cette case-là ou dans cette case-là, on est dans le groupe bleu. Le groupe bleu va rester à 1. Et donc du coup, comme le groupe bleu va rester à 1 et que ma sortie, c'est je suis dans le vert ou je suis dans le orange ou je suis dans le bleu, et ben je ne vais pas avoir cette aléa de propagation-là. Je vais rester tout le temps à 1. Et ça, ce qui est caché là derrière, ce que vous ne voyez pas mais qui est caché là derrière, c'est rien d'autre qu'un théorème du consensus. Voilà pour ce cours. Merci de l'avoir suivi. Et je vous invite à poser des questions si vous avez des questions. Voilà, sur le chat. Donc le cours, il va être accessible pour si vous voulez le revoir, s'il y a des passages que vous voulez revoir, il va être accessible encore sur Twitch quelques jours, et puis après je le mettrai sur YouTube. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie du cours, où on va continuer à parler des systèmes combinatoires, et justement on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour optimiser l'implémentation de systèmes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme circuit, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme méthode pour trouver des implémentations optimales. Voilà. Je reste en ligne encore quelques minutes, le temps de voir si vous avez des questions ou des réactions. Ça a l'air bon. Et ben, merci beaucoup, bonne soirée et à la semaine prochaine.